la déportation, l'arrivée des esclavisés en Guadeloupe. Il y a à ce moment-là le succès. Là, la culture qui permet de caractériser une population, donner l'identité d'un pays, d'un peuple, soit associée à une démarche mémorielle. Le mois de mai aussi, c'est le mois de la mémoire, le mois de l'abolition de l'esclavage. 170 ans après, il faut pouvoir s'interroger et voir qu'est-ce qui est possible. Et donc moi, qui est toujours dans une démarche de responsabilité, ce que j'ai pu dire, c'est que chaque Guadeloupéen doit pouvoir être acteur. Certes, on a un héritage lié à notre histoire, mais on doit aller au-delà, on doit aller plus loin. Et c'est en ce sens que j'ai lancé cette invitation au cours donc, de cette manifestation. J'ai répondu à une invitation du conseil départemental sur une question qui est prégnante et qui a un rapport avec l'avenir de notre société. Est-ce que cet avenir est lié à notre histoire? Et si tant est, est-ce que cette histoire ne crée pas des entraves et des contraintes qui nous empêchent d'aller vers la liberté et vers notre développement? C'est ainsi que la question nous a été formulée. Et je suis content d'avoir été invité à présenter mon point de vue et à participer à la discussion. Lors des échanges, on a vu qu'il y a eu des réactions lorsque vous avez dit que vous ne vous considérez pas être petit-fils d'esclave. Vous pouvez nous expliquer? Alors, je dis encore une fois, on ne fait pas fi de l'esclavage. Au contraire, l'esclavage a structuré cette société. Elle a créé un certain nombre de clivages. Elle a surtout généré ce que j'appelle des mémoires différentes de la même histoire, qui est celle de la colonisation. J'ai cependant dit, et je le répète, parce que je fais de la recherche avec mes enfants, avec des voisins, je fais des conférences sur l'attribution des patronymes qui révèlent effectivement que la grande majorité de cette population, la nôtre, a été esclavagisée. Je dis que ce n'est pas un outil de négociation pour moi, ce n'est pas un outil de pouvoir. Au contraire, j'en fais une force pour que chacun, de la manière dont il a vécu l'histoire de la Guadeloupe, puisse sortir de ce que nous appelons une créolisation segmentée pour aller vers une créolisation synthétique. Le thème n'est pas de moi, il est d'Orlando Patterson. Allons faire en sorte que nous nous sentions d'abord guadeloupéens, issus peut-être de familles venant de l'Afrique, venant de l'Europe, venant du Liban, venant de l'Inde, mais d'abord guadeloupéens. Et il faut planter cette perspective d'avenir dans notre manière d'élaborer le présent maintenant et bien évidemment de vivre notre passé. Je crois que c'est cela. Et quand je dis cela, je ne nie pas le fait esclavagiste. Il est abominable. Et quand des fois je suis avec sous le soleil, je me dis, mais mon Dieu, qui j'en monte des cafés de 7h du matin à 8h du soir. C'est abominable cette situation-là. Et je vois tout ce que cela a pu construire comme élément négatif. Mais je vois aussi ce que nous avons pu construire, nous, de l'instinct de survie, l'instinct de conservation, afin que celui qui a été esclavisé ou esclavagisé, il a construit quelque chose, il a construit une culture qui fait partie des acquis de notre société. Il s'agit de transformer cette résistance-là, cette envie d'être, eh bien, il s'agit de la transformer aujourd'hui en atout pour le développement. On ne peut pas le faire seul. Dès que j'ai été invité, je me suis dit, bon, tu sais, c'est quelque chose d'intéressant. Surtout dans le contexte actuel que nous vivons, où beaucoup parlent, disons, d'évolution institutionnelle, statutaire, où on se prépare à ça. Il était intéressant d'examiner quelles sont quand même les entraves qui peuvent exister. D'ailleurs, j'ai eu à expliquer que la liberté, c'est quelque chose qui est toujours à construire et que les institutions, les changements institutionnels, disons, ne satisfont pas forcément la liberté. La liberté se fout des institutions, en fait. Et donc, les progrès, la liberté, disons, doivent être posés pour nous différemment et voir aujourd'hui quelles sont les entraves à la liberté. Alors il y a les entraves qui sont d'ordre exogène, autrement dit, qui nous viennent de l'extérieur, le rapport à la France, le rapport au monde, tout ça, donc, qui fait que nous avons des contraintes extérieures, qui font que nous ne sommes pas libres. Nous sommes en Guadeloupe, je crois qu'il faut être clair, dans un rapport de domination, un rapport colonial. Mais il y a également, disons, des contraintes qui sont internes. Et celles-là, elles relèvent beaucoup de nous autres. Alors, quand je parle d'interne, j'ai envie de recentrer encore davantage, je dis qu'il y a des entraves qui relèvent de nous, autrement dit du passé, de ce que le passé a fait de nous. Et ça rejaillit sur le quotidien? Forcément, c'est-à-dire notre quotidien, notre présent est impacté par le passé. Le passé, disons, n'est pas quelque chose que nous convoquons, le passé nous habite.
il est en permanence là. Donc, c'est Chamoiseau qui a une phrase qui est très intéressante là-dessus. Il dit que c'est dans tout, c'est dans nos bois secs, c'est dans nos relations de couple, c'est dans nos relations, partout, le passé est là parce que le passé nous a forgé. Je crois qu'il faut qu'on intègre très bien que l'esclavage a été aboli il y a 175 ans. Okay? Mais nous sommes restés ça plus de 2 siècles. Autrement dit, nous avons, disons, une plus grande expérience du passé esclavagiste que de la liberté. Et donc, pendant 2 siècles, il nous a forgés. Il a agi sur notre estime de nous-mêmes. Il a agi sur les divisions que nous pouvons avoir entre nous, entre afro-descendants. Il a agi également sur nos relations avec les anciens maîtres esclavagistes et leurs descendants. Le passé est là, il nous habite. Et il peut surgir à n'importe quel moment. Il surgit à n'importe quel moment. Je dis que parfois, nous pouvons avoir, nous, afro-descendants, un comportement qui apparemment est incompréhensible, un comportement de révolte, et bien c'est le nègre marron qui parfois surgit. Alors qu'on pensait qu'il était apaisé, qu'il dormait, et puis il se réveille, il surgit. Et c'est pourquoi il est important de connaître notre histoire pour pouvoir maîtriser nos émotions, pour pouvoir ne pas vivre dans le ressentiment. Le ressentiment peut être une entrave, parce que le ressentiment, c'est la rumination. Le ressentiment, c'est le surplace. Le ressentiment, c'est refuser le dépassement, c'est refuser de se projeter. Et donc, si nous nous enfermons dans le passé d'une part et dans le ressentiment, nous n'avançons pas. Et donc, c'est pourquoi même la question des réparations, et quelqu'un d'autre que moi l'a dit, effectivement, la réparation est certainement importante par principe. Par principe, la réparation, c'est quelque chose, disons, qui a une dimension très symbolique aussi. Il faut réparer, il y a eu crime, on répare. Mais sauf que la principale réparation, c'est l'auto-réparation. Autrement dit, c'est nous-mêmes. Comment nous allons nous reconstruire? Parce qu'on ne peut pas parfaitement dire, l'État français peut dire, bon écoutez, vous voulez qu'on répare, ok d'accord, comment on fait? Ça coûte combien? Il faut mettre des écoles là, il faut faire un truc sur la mémoire, il faut mettre un mémorial hack, il faut vous donner 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, etc. Bon ok d'accord, mais est-ce que pour autant ça a réglé quelque chose? Est-ce que nous serons mieux s'il n'y a pas une introspection faite? Si nous ne nous sommes pas revisités, si nous n'avons pas essayé de réécrire l'histoire pour nous reconstruire, ça ne changera rien. Et c'est pourquoi l'auto-réparation est quelque chose d'essentiel de mon point de vue. Et c'est possible. Ma première impression est que les Guadeloupéens sont très fiers de leur pays. Ils veulent être Guadeloupéens à part entière. Il y en a beaucoup qui veulent peut-être renoncer à l'attachement à la France. Il y en a beaucoup aussi qui s'interrogent sur la manière de le faire. Et comment vivre ensemble, parce que je crois que la mémoire, même la mémoire de l'esclavage, est scindée un petit peu. Elle est clivée, ce pays est clivé, basé sur des hiérarchies assez encore vivaces aujourd'hui. La question de briser les chaînes, pour moi, était très importante d'un point de vue culturel, psychologique, etc. Mais j'ai quand même peur que la Guadeloupe soit un petit peu en retard par rapport aux autres îles, notamment du monde anglophone, qui sont en train de se battre férocement là, sur la question des réparations. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est une question qu'il faut vraiment urgemment commencer à aborder. Vous dites le retard par rapport à quoi? C'est-à-dire que chaque île va essayer de voir où est le pouvoir économique, comment avoir accès au pouvoir économique pour les populations les plus démunies et penser aux stratégies d'accès au pouvoir financier. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est ce qui se passe en ce moment. Et même en Grande-Bretagne, les communautés ont des exigences quant à cette question, mais ce qui est le plus important, c'est que les sociétés privées elles-mêmes commence à examiner la question des réparations, c'est-à-dire que chaque société va essayer de voir les liens qu'elle a avec le passé. Est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle est à même de laisser partir financièrement combien de millions ils vont débloquer pour anticiper les attentes de certaines communautés. Vous avez beaucoup appris aujourd'hui en écoutant les différents intervenants. Vous vivez ailleurs, vous exercez donc, je crois, en Angleterre. Quelle perception que vous avez de tout ça aujourd'hui? Ma perception, c'est que ce n'est pas une histoire enfuie, et ça, c'est très important. Il y a des endroits où on essaie d'éviter de parler du passé. La Guadeloupe parle de son passé plutôt librement, avec beaucoup de passion, et ça va être un moteur essentiel pour l'éducation. Si vous souhaitez adresser un message aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qui vous regardent, quel serait ce message?
le message, n'ayez pas peur, allez-y. Vous êtes prêts psychologiquement, physiquement. Vous avez envie que votre histoire fasse partie d'une histoire plus grande que celle de l'histoire de la France. Hein. C'est une histoire à part entière qui mérite d'être enseignée. Et aussi au niveau de l'éducation, je pense qu'il est temps, certains le font déjà, mais il est temps que les Guadeloupéens enseignent leur histoire locale qui est extrêmement riche et qui est source d'inspiration pour beaucoup à l'étranger, et moi notamment. Le département, depuis 2010, il organise Fort en famille, qui est une opération dans le cadre des cérémonies mémorielles, mais de pouvoir avoir ce moment d'échange, ce moment de recueillement, mais c'est un moment précisément de perspective aussi. Et là, cette année, on a voulu revenir encore plus fort avec une stratégie d'animation et de création artistique sur le territoire, mais aussi en termes de politique mémorielle, avoir ce moment de regard croisé et pas spécialement tel qu'on le faisait traditionnellement, c'est-à-dire sortir de l'épopée, de la romance qu'on a pu nous la présenter, mais vraiment avancer, se projeter, développer sur cette thématique. Chaîne d'hier, chaîne d'aujourd'hui, mais qu'on puisse imposer un choucage qui nous permet après d'avancer plus sereinement, quoi. Quel constat que vous avez fait par rapport justement à les échanges que nous avons tant de là avec M. Garin, M. Boussillon et Madame qui vient là aussi? Quelle impression ça va? Alors, c'est son bel lignage et c'est important qu'il y ait des gens qui analysent l'histoire, mais à des positions différentes. P.B. Kanté, Olivier Télé qui sont un professeur renommé, il a trouvé une histoire qui est particulière parce qu'il n'y passé en France, il n'y actualité. Je dis là en tant qu'enseignant à Londres et elles vont communauté, en lot communauté, donc ils ont d'autres regards, c'est ça qui est le multiculturalisme, mais aussi la démarche identitaire, la construction du soi. En Guadeloupe, il y avait des beaucoup Franck Garin à Riboussillon, mais nous pénis regard là aussi, mais à présent, si on petit afro-descendant, on afro-descendant qui est en Caraïbes là. Donc ce sont des regards croisés et nous avons senti que quelque part, peut-être, et le regard là, peut-être différent, c'est l'an là, mais la nouvelle là, c'est même bien. Après cette conférence, il y a quoi? Quelle sera la suite? Vous attendez quoi? Il y a eu donc une commande, si je peux dire, du conseil départemental qui, je pense, se positionne sur peut-être le meilleur moyen institutionnel d'aller vers un peu plus de liberté et d'aller aussi vers le développement. Je souhaite que le débat continue, qu'il aille au sein de la population. Il ne s'agit pas de faire évoluer pour faire évoluer. Il s'agit de dire quels sont les obstacles. C'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des obstacles culturels, historiques, qui s'opposent au développement? Eh bien, il faut qu'on pose la question dans les secteurs économiques, qu'on aille dans la population, qu'on explique, qu'on fasse acte de pédagogie. On ne peut pas, et c'est une vérité à mon avis, ce n'est pas la mienne, c'est celle que commande l'histoire. On ne peut pas rester dans une situation où on n'a pas la capacité de s'opposer à la vente des terres. Vous arrivez, vous achetez du terrain en Guadeloupe sur un clic. Il faudrait peut-être que vous soyez là pendant au moins 10 ans pour devenir propriétaire chez nous, transmettre. Si vous montez une entreprise, eh bien que vous la montiez avec un jeune Guadeloupéen, au cas où vous partez, que vous le lui transmettiez, etc. Que nous puissions avoir un droit de préférence dans la nomination, un droit de regard, ne serait-ce qu'un droit de regard sur la nomination des hauts fonctionnaires. Vous ouvrez la télévision, qu'est-ce que vous voyez au poste de commande du pays? Uniquement des expatriés qui rappellent une période qui est celle de la colonisation. On est encore colonisé. Donc la suite, c'est comment sortir de la colonisation, la post-colonisation, comment réinventer le rapport, non pas seulement avec la France, mais avec le monde, d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Et vous terminez, Franck Garin, quel message souhaitez-vous adresser aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qui vous regardent actuellement? Que nous nous sentions Guadeloupéens, c'est fondamental. Être Guadeloupéen, c'est donner au monde un éclairage sur la capacité que nous avons et que nous aurons de transformer ce pays-là. C'est jeter notre regard sur le monde, c'est donner à nous voir autrement, se sentir bien dans le pays. C'est ce qui est fondamental. Changer les relations à l'intérieur de la famille, construire, faire en sorte que nos enfants n'aient pas de complexe à se sentir bien dans leur peau, sans jeu de mots. Faire en sorte que finalement, dans ce pays-là, le fait d'être ici, le fait d'être né ici, ou d'être né ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de nos enfants qui naissent à 7000 km et ailleurs et qui se sentent bien dans le pays. Mais je crois que c'est ça le message, à mon avis, prépondérant. Faire en sorte que nous ayons une âme
qui habitent notre corps de Guadeloupéens. Lors de votre intervention, vous avez beaucoup rappelé que la Guadeloupe était colonisée, et que vous l'avez rappelé, et que, en fait, que la Guadeloupe appartient à l'État français. La Guadeloupe est une possession française. Elle est une possession française, peut-être qu'une possession française consentie maintenant, puisqu'il n'y a pas eu, la France est entrée ici, disons, sur le territoire par effraction. Okay? Bon, les premiers colons, avec une entreprise de génocide de la population autochtone. Bon, depuis, on peut dire que la colonisation, c'est presque consenti. À la France, sa présence n'est pas imposée comme avant. La population, disons, en quelque part, a sa part de responsabilité. Mais nous devons admettre que le rapport colonial existe. Alors, comme je dis, le rapport colonial, c'est quoi? Bien sûr, la colonie de Guadeloupe aujourd'hui n'est pas la colonie comme avant. C'est évident. Bon, mais la Guadeloupe reste toujours une terre où, aujourd'hui, l'exclusif colonial domine. Autrement dit, la priorité de la commercialisation avec la France, c'est la France qui va décider avec qui nous allons commercialiser. C'est elle, c'est l'exclusif colonial. Le fait aussi qu'il n'y a pas de développement industriel en Guadeloupe, on ne cherche pas à développer les fabriques, les entreprises industrielles, parce que l'idée coloniale de Colbert, c'était de dire aussi que la colonie ne doit fournir ni un clou ni un fer à cheval. Autrement dit, on pille les richesses. Pour nous, les richesses, c'était quoi? Bon, la canne à sucre, la banane, etc. Donc, mais pas de possibilité de transformation. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le sucre blanc n'est pas produit ici. Le café sec là, à Guadeloupe, le café en France, donc c'est ça. Le rapport colonial, c'est aussi la présence militaire. Donc, voilà, si vous avez un pays qui est dominé militairement, l'armée existe, le rapport est colonial. Okay? Ça, c'est normal. Le rapport colonial, c'est également la monnaie. Si vous n'avez pas de monnaie, vous êtes dans un rapport colonial. Donc la Guadeloupe a toutes les caractéristiques de la colonie, mais bien sûr, pas la colonie du XVIe siècle, puisque nous sommes une colonie aussi de consommation. Puisque, voilà, c'est-à-dire, quand vous avez un taux de couverture importation-exportation de 8%, autrement dit, quand nous importons 100, nous exportons seulement 8, okay, le rapport colonial, il est manifeste, quoi. Donc, je crois qu'il faut le dire, de manière sereine. Parce que moi, je dis souvent que moi, je ne suis pas dans le ressentiment, je ne suis pas dans la colère. Je peux être parfois dans l'indignation quand il y a des situations d'injustice manifestes. Okay? Mais je crois que pour traiter la colonisation et pour en sortir, il faut être lucide, il faut être déterminé, mais il faut surtout ne pas se laisser emporter par les émotions. Les émotions, ce n'est pas la raison. Hein? S'il faut développer une stratégie de sortie, eh bien, il faut de la raison. Quelle est votre position, vous, aujourd'hui, en tant que président du conseil départemental, au regard de l'histoire? Non, je pense que même si les discours divergent, l'héritage, il est commun et qu'il est important pour nous en tant que collectivité que nous ayons une politique mémorielle. Et c'est en ce sens que nous allons prendre beaucoup d'initiatives. Au-delà de cette manifestation aujourd'hui, je l'ai annoncé concernant le cimetière des esclaves au Moule, nous allons pouvoir intervenir. Il y a d'autres lieux historiques, emblématiques concernant l'esclavage. Nous allons pouvoir intervenir, mais nous allons intervenir également sur du mémoriel concernant la communauté indienne, toutes les communautés au niveau de la Guadeloupe, puisque aujourd'hui, cette histoire qui marque notre pays, mais en même temps, c'est ce qui caractérise le Guadeloupéen et nous devons pouvoir faire en sorte que tout Guadeloupéen puisse se retrouver en 2023 dans une Guadeloupe unie et forte. Comment réunifier le peuple guadeloupéen aujourd'hui? Réunifier le peuple guadeloupéen, c'est sur une vision commune, mais une vision aussi partagée et où on verrait qu'en allant dans cette démarche, nous sommes dans une stratégie territoriale au profit donc, du pays. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se mettre en place sans pour autant que cela soit perceptible. Mais comme j'aime le dire, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un de confiant et je reste persuadé que nous allons pouvoir aboutir. Toujours dans le même état d'esprit, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe? Tout à fait, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, puisque c'est l'élément fondamental et qui nous permettra d'aller plus loin.